Je vais en profiter pour remercier donc l'équipe de Boston et Didier de me permettre aujourd'hui de partager avec vous une histoire survenue un vendredi après-midi. Alors le vendredi après-midi, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les 4 labs, nous c'est un jour un peu particulier chez nous. C'est la fin de semaine, les équipes ont peut-être la tête un peu plus au week-end qu'au 4 labs. Et paradoxalement, on a des dilatations qu'on a différées dans la semaine, le plus souvent parce qu'elles ont été staffées justement. Et finalement, on se retrouve avec des angioplasties assez complexes à faire sur ces créneaux horaires. Et comme va l'illustrer cette observation. Donc je vous rapporte le cas d'un patient de 76 ans qui cumule les facteurs de risque, notamment le diabète. Il a surtout en extracardiaque une insuffisance respiratoire très sévère appareillée. Et il a une symptomatologie d'allure angineuse à l'effort qui est documentée par une écho de stress positive en antérieur, ce qui motive le contrôle coronarographique que vous voyez là. Donc vous voyez cette longue lésion de l'IVA moyenne, juste après le départ de cette diagonale qui est elle-même pathologique, avec une distalité circonflexe également de la coronaire droite qui est infiltrée. Voilà. Le tour est réalisant donc, un score syntaxe à 17. Donc ce patient, à l'heure de la coronarographie, on ne s'est pas jeté dessus. On l'a staffé avec l'équipe médico-chirurgico-anesthésique et cardiologique de l'établissement. Donc, vous voyez le risque opératoire Euroscore 1, voilà, on n'a plus le droit de l'utiliser, Euroscore 2, STS, j'aurais pu en rajouter, mais un risque opératoire faible. Mais malgré tout, ce qui emporte la décision stratégique, c'est l'insuffisance respiratoire très sévère et l'infiltration significative de la distalité de l'IVA. Donc vendredi midi, nous y allons. Donc Black Friday, vous allez voir, c'est pour un vendredi un peu noir, mais aussi pour les soldes qu'on a demandé au laboratoire pour le matériel utilisé par la suite. Donc nous attaquons la lésion distale a été traitée au préalable. Et on attaque l'IVA moyenne, donc avec un ballon compliant de 3 mm, assez long. Donc je vous l'accorde, la lésion ne cède pas trop, on va dire. On se dit que probablement les calcifications font qu'on a une double teinte qui cache l'expansion du ballon. Bon, le stent va faire lâcher tout ça, ou pas. Voilà. Donc on pose un stent de la compagnie qui nous accueille cet après-midi. Et donc vous voyez, en effet, alors vous allez me dire il fallait s'y attendre, un déploiement assez homogène sur la distalité du stent, mais la partie proximale clairement non déployée. Donc une lésion qui commence à être résistante. Donc là, on fait un stent boost pour comprendre un petit peu les rapports du stent avec l'entourage. Et oups, le stent boost nous montre que l'endoprothèse n'est pas juste insuffisamment déployée, mais il y a une fracture, vous voyez, de la partie proximale de la prothèse. Notre premier réflexe est d'essayer de corriger tout ça avec un ballon non compliant assez court. Donc on a essayé plusieurs tailles, plusieurs longueurs, avec 100 buddy wire, sans absolument aucun effet. Donc là, le tablier de plomb devient un peu plus lourd. La chemise se trempe un petit peu plus. Donc qu'est-ce que vous auriez fait ? Alors, appelez un chirurgien. Alors, c'est un vendredi un peu particulier. Les chirurgiens sont aussi occupés au bloc opératoire un vendredi après-midi. Si. Ils ne sont pas disponibles. Appelez un ami, il était déjà à côté de moi. Didier était déjà là. Autre, quelle stratégie thérapeutique auriez-vous envisagé à ce stade-là de l'intervention ? Non, il est bien. Il aime bien. L'anesthésiste nous aide à bien le détendre en même temps. Mais voilà. Qu'est-ce que tu as utilisé comme ballon non compliant ? Parce qu'il y en a qui montent plus que d'autres. Ouais, non, on a utilisé des treks. Donc on a dû monter des treks non compliants, pas plus. Et t'es monté à combien ? Alors, 28, 30, 32. On en a cassé beaucoup. Ouais. On a fait aussi du body wire, on a tout fait. Donc à ce stade-là, pour suivre le plan de la présentation d'Alexandre, nous avons utilisé du rotablator. Alors, c'était les soldes, donc en fait, fin de semaine, on n'avait plus qu'une fraise de 1,75 sur l'étagère. Voilà, c'est comme ça.
Donc on prend le seul matériel qui nous reste pour essayer de régler le souci du patient. La lésion est donc très résistante, pour rester dans le cadre de ce symposium. Donc le vendredi est vraiment noir parce que là, rien n'y fait. Donc là, le tablier de plomb devient vraiment très lourd. Là, vous avez retablaté combien de temps et à quelle vitesse ? Très bonne remarque. Donc on a continué à retablater. En fait, on a fait une petite pause, mais on a continué à retablater assez longtemps. Et vous allez voir, finalement, on a fini par déstructurer la partie proximale du stent et passer notre fraise. Ouf, de soulagement. Mais ce n'est pas fini, hein, on est d'accord. La lésion, quand même, est un peu moins résistante. Donc ensuite, la procédure, vous allez voir, dans un premier temps, est assez simple. On parfait le résultat avec, là, cette fois, un ballon non compliant. Avec un contrôle angiographique qui est d'assez bonne facture. Mais malgré tout, l'aspect au stent boost nous questionnait. Donc on refait un stent boost après toute cette procédure. Et là, de nouveau. À la faveur du rotablator et du ballon non compliant, le stent est un peu mieux apposé que précédemment, mais il y a une partie qui a disparu. Vous voyez ? Un stent là, il manque clairement un bout de l'endoprothèse. Là aussi, un petit peu. Donc, on a pris le parti donc, de couvrir tant que faire se peut avec une nouvelle endoprothèse, donc du même laboratoire, que l'on a approché sans trop de soucis, sauf que, et je vous prie de bien nous croire, avec toutes les manœuvres possibles et imaginables, finalement, il s'est coincé là, sur la partie proximale un peu libre, et cette partie-là, et en essayant de tourner le stent, faire de la rotationnelle, changer d'appui, etc., le stent n'a pas bougé. Donc, on l'a déployé ici, avec un résultat qui est pas mal, angiographiquement, sur le stent boost, mais il manque quand même des parties de matériel. Et on nous apprend quand même depuis notre plus jeune âge que toutes les mailles sont nécessaires au résultat de l'angioplastie, donc on n'était quand même pas très satisfait. Bon, finalement, on a réussi à passer un 3e stent à l'endroit qui n'était pas couvert. Et la lésion qui était, vous me l'accorderez, assez résistante, a fini par nous céder. Alors, ce qui est sûr, c'est que le carton, il est jaune-orangé, on va dire. Hein, c'est que, bien entendu, il faut, à mon sens, vous êtes d'accord avec moi, mais jamais implanter d'endoprothèse avant d'avoir complètement ouvert une lésion calcifiée, même non calcifiée, je pense. Parce que cette IVA moyenne, quand on la regarde bien, vous voyez là les clichés sans injection, elle était quand même très très calcifiée. Et c'est vraiment des choses de base. Ce cas-là, donc on l'a fait en octobre dernier. Quand j'ai fait mon DU d'angioplastie, je me rappelle la première année, c'était Emmanuel qui m'a interrogé sur le spasme. Et la deuxième année, c'était Hélène et Didier qui m'ont fait passer un cas clinique d'une lésion calcifiée d'une coronaire droite au génus superius. Et Hélène m'avait dit, tu vois, il ne faut jamais arriver à cette finalité-là. Elle avait fait du rotablator dans le stent. Comme quoi, on oublie assez vite. Mais ça m'est revenu après. Et l'intérêt donc, du stent boost dans la compréhension des mécanismes. Au total, donc carton jaune, orangé, voire rouge, 4 endoprothèses, 3 heures de procédure, 300 cc de contraste. On ne s'est pas pesé en fin de procédure, mais on aurait pu peser le patient, parce que vous voyez, 437 grès par centimètre carré. On a dû faire une déclaration d'événement indésirable à la SN. 3000 de tropo, une hypokinésie antérieure. Bon, pour quand même finir sur une bonne note, ça c'est le contrôle qu'on a fait systématiquement à 1 mois, donc des images fixes tout à fait satisfaisantes. Et à l'IRM, vous voyez que la séquelle, elle est finalement assez limitée, avec une fraction d'éjection qui est aux alentours de 50%. Voilà, je vous remercie. Bien, alors, on a 3-4 minutes sur les questions sur les lésions résistantes, sur l'utilisation du rotablator. J'ai juste un petit commentaire sur le rotablator. Je pense que je ne me serais jamais lancé dans un rotablator avec une fraise de 1,75 sur la suite. Ça, c'est le coup à finir au bloc et avec un infarctus antérieur étendu, quoi. Rien ne m'arrête. Alors, pourquoi il restait que la fraise de 1,75 ? Parce qu'on l'utilise jamais, enfin quasiment jamais. Oui, je sais bien. Ouais. Mais moi, j'aurais laissé le malade, j'aurais attendu, tranquille. C'est clairement une attitude que... Et puis, j'aurais commencé avec une fraise de 1,25, tranquille.
Parce que nous, ça nous est arrivé d'avoir ça, et ça peut être des catastrophes. Tu essayes de tirer, tu fais des ruptures artérielles, et tu finis au bloc, quoi. Non, le gros risque, en plus, tu as raison, c'est tu arrives à franchir, mais tu ne vas pas la ramener. C'est le facteur de risque le plus indépendant, le plus fort, c'est l'implantation de stents récents dans la littérature. Bon, non, mais on ne recommencera pas. Hein. Alors, c'est vrai que souvent le vendredi après-midi, quand même, chez nous, je ne sais pas chez vous, mais c'est porteur de cas cliniques pour les réunions comme ça. Question, remarque? Une question. Oui, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Juste, je suis un peu surprise sur la taille du deuxième stand que tu as implanté, un 2,5-24. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'était parce que c'était dans l'urgence ou est-ce parce que c'est étonnant dans la partie proximale de l'IVH? Là, on n'était pas dans l'optimisation, c'était plutôt dans la limitation des dégâts, donc on a clairement sous-taillé le. D'accord, ou est-ce que c'était parce qu'il y avait des tailles au-dessus, n'arrivait pas à franchir? Non, il n'y a pas eu d'échec de. On avait tout ce qu'il fallait, mais là on s'est dit, faut mettre quelque chose. Voilà. D'accord. Faut mettre quelque chose. D'autres commentaires? Oui. Déjà, merci pour les deux topos. C'est toujours très bien de présenter des cas de complications parce que c'est les plus instructifs. Donc voilà. J'avais une question un peu plus pour Alexandre. On n'est pas, enfin moi je travaille il y a 2 ans avec Pierre Meyer. On n'est pas trop cutting ballon, ballon non compliant. On est énormément rotablateur de première intention. Est-ce que c'est pas finalement risqué d'utiliser des cutting ballons, des ballons non compliants à 35 bars comme j'ai vu sur ta diapo, ou est-ce qu'il ne faut pas avoir un rotablateur, entre guillemets, le rotablateur facile, on va dire? Je pense qu'à posteriori, on vaut mieux avoir le rotablateur facile. Mais tout le monde n'a pas le rotablateur. Et parfois, c'est vrai que c'est un peu la facilité, je dirais, d'utiliser le cutting balloon en disant voilà, ça va me régler le problème. Mais je pense qu'avec l'expérience, il vaut mieux avoir le rotablateur facile. Alors, s'il y a une conclusion. Dans ce sens, il y a un vrai problème de formation. Parce que finalement, même si les lésions résistantes sont fréquentes, on ne l'utilise pas, même si on l'utilise assez largement, on ne l'utilise pas régulièrement. Et il y a un problème de formation, notamment pour les jeunes. Parce que finalement, ils en font très peu. Alors nous, on a une stratégie qui est un peu différente, c'est que quand il y a un jeune qui arrive, on pousse un peu les indications du rotablatoire pour qu'il puisse en faire. Et une fois qu'il en a fait une dizaine, une quinzaine, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie plus. Hein, d'accord? Une fois qu'on a compris, il ne faut pas démonter la fraise. Mais donc, il ne faut pas hésiter à forcer un peu les indications lorsqu'il y a des juniors qui arrivent dans les équipes, parce que d'abord, c'est une technique qui n'est pas très dangereuse, de façon à ce que les gens s'aguerrissent et n'aient pas cette peur du rotablateur en disant non, je ne veux pas le sortir, je ne sais pas faire, puis il se trouve bête en disant je ne sais pas comment faire. Non, il faut que ça soit un outil disponible et utile. Et il y avait des sessions de formation au rotablateur il y a quelques années, à droite et à gauche. Je ne sais pas si ça existe encore. Ouais. Ça existe toujours? Ah ben c'est bien. Il faut s'inscrire, il faut y aller, il faut les voir. Et pour répondre à Laurent, je me permets, pour moi, le rotablator et le cutting, c'est souvent 2 indications différentes. Le cutting, je le réserve spécialement sur les lésions fibreuses, notamment les ostia coronaires, qui sont traîtres aussi, une mauvaise expansion, alors que le rota, c'est plus calcifié. Voilà. Et puis en plus, il ne faut pas le monter à haute pression, c'est interdit, alors que les scoring balloons, on peut les monter à très haute pression, mais si on les monte à très haute pression, on risque de dessertir les petites lames. Il y a aussi un problème avec le rotablator, c'est que les plus grosses fraises, elles font 2,25 et parfois on peut avoir des lésions qui lâchent pas sur des grosses artères de 4 mm sur des droites, et là on n'a pas d'autre solution que le cutting à ce moment-là. Oui, mais enfin, moi j'ai quand même un peu l'impression que quand tu as ces lésions résistantes, je dirais circulaires, avec très peu calcifiées, mais essentiellement fibrotiques, à ce moment-là tu peux essayer tout ce que tu veux, il n'y a pas grand-chose qui marche. Et dans les lésions fibrotiques, on va faire la transition immédiatement. Merci aux 2 orateurs, merci à Alexandre, merci Christophe. Et maintenant, on va appeler, dans les lésions résistantes fibrotiques, un binôme Camille Brasselet, Christophe Piot, qui vont nous parler de la rosténose et du traitement de la rosténose. Allez.